Le transhumanisme est, à côté du woke, une des grandes questions de notre époque. C'est une grande question de notre époque parce que c'est un phénomène totalement nouveau. On ne parlait pas du transhumanisme, on a parlé de l'humanisme, on ne parlait pas du transhumanisme, jusqu'au moment où on s'est mis à en parler. Alors qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? La bonne définition du transhumanisme est donnée par Jean-Paul Bakhia dans son livre Pour un matérialisme fort, où il dit la chose suivante. Le transhumanisme est un mouvement qui est né dans les années 60 aux États-Unis et qui rassemblait des chercheurs de toutes les disciplines. Et le but, c'était d'arriver à une hybridation entre l'homme et la machine, de manière à fabriquer un homme augmenté, lequel, grâce à son intelligence, serait capable de supprimer la mort, de supprimer les maladies, de supprimer la pauvreté et de supprimer les inégalités sociales. Donc, qu'est-ce que nous retenons à propos de l'homme augmenté et du transhumanisme? Nous retenons les termes hybridation entre l'homme et la machine, homme augmenté, suppression de la mort, des maladies, des inégalités. Quand Jean-Paul Bakhia parle d'hybridation entre l'homme et la machine, il parle plus précisément d'une reprogrammation du cerveau humain grâce aux ressources, aux performances données par les nouvelles technologies. En clair, ça veut dire que peut-être dans un avenir pas si éloigné que ça, on nous mettra une puce à l'intérieur du cerveau. On pourra avoir Internet directement dans notre cerveau, mais on pourra aussi développer des performances que nous ne sommes pas capables de développer. Alors, le transhumanisme, c'est quelque chose de complexe et dans lequel il importe de distinguer ce qui est bon et que nous pouvons garder, et d'autre part, ce à l'égard de quoi il convient de se méfier. Derrière le transhumanisme, nous avons affaire à l'intelligence artificielle, aux robots, et il faut voir qu'aujourd'hui, bien, cette intelligence artificielle et ces robots existent déjà à l'intérieur de notre monde, et on ne va pas forcément s'en plaindre. Il y a un certain nombre d'usines qui sont des usines complètement robotisées, et comme par exemple le fait de mettre l'eau minérale en bouteille, pas forcément besoin d'une main-d'œuvre, et on s'aperçoit que finalement c'est très bien, ça permet d'éviter des tâches qui sont des tâches pénibles et répétitives. Et donc de ce point de vue-là, le robot est quelque chose de positif. J'ai pu en faire l'expérience, et je ne suis pas le seul, du changement total de l'atterrissage des avions. À un moment, je me disais, c'est quand même extraordinaire. Les avions, aujourd'hui, atterrissent particulièrement bien. Alors, pourquoi ils atterrissent particulièrement bien? Eh bien, parce que ce n'est pas un pilote qui fait poser un avion, mais on peut dire que c'est une intelligence artificielle qui est capable de percevoir 37 paramètres en même temps et de les combiner ensemble, là où l'intelligence humaine est capable simplement d'en mobiliser 10. Et puis, en médecine aujourd'hui, il y a l'utilisation du robot. Vous voyez, j'avais un problème à régler au niveau intestinal et on m'a dit, écoutez, on va utiliser un robot, ça va passer par votre nombril, on ne sera pas obligé de vous ouvrir le ventre et c'est le robot qui vous opérera et parfois c'est remarquablement fait. Luc Ferry a raison de dire qu'il y a des nouvelles technologies qui sont absolument bluffantes, stupéfiantes,
comme par exemple le fait de mettre un microprocesseur dans l'œil d'un aveugle et de pouvoir lui restituer la vue. J'espère peut-être qu'on trouvera la même chose pour pouvoir guérir du Parkinson. Donc ça veut dire quoi? Que nous avons intégré la machine à l'intérieur de l'homme et notre corps en est déjà la manifestation puisque bien aujourd'hui grande partie des gens ont des lentilles de contact, des prothèses auditives, des vis, des plaques à l'intérieur de leur corps et ça leur permet, je dirais, de faire fonctionner le corps comme une machine. C'est-à-dire que le fait d'avoir rapproché l'homme de la machine n'est pas du tout quelque chose qui a aliéné l'homme, mais au contraire, c'est une aide, c'est-à-dire que c'est l'homme qui fabrique la machine et on peut dire qu'en mettant l'homme à l'intérieur de la machine, quelque part, c'est une manière qu'a l'homme de rentrer dans l'homme à travers cet outil. À distinguer néanmoins d'autres problèmes posés par le transhumanisme. Le problème posé par le transhumanisme, c'est d'abord la question de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un mot qui est mal formé. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas artificielle et l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Qu'est-ce qui caractérise l'intelligence artificielle? C'est essentiellement la mémorisation et la capacité de pouvoir calculer très vite à travers la mémorisation. On le voit très bien, par exemple, dans les parties d'échecs. Qu'est-ce qui fait que certains ordinateurs jouent très bien aux échecs? Ben, tout simplement, ils ont mémorisé toutes les parties d'échecs qui pouvaient se faire et qui ont été faites, et ils sont capables, à un moment, de reproduire très vite, par rapport à une situation qui est donnée, une situation qui a, à un moment, été performante. Bien sûr, il paraît qu'il y a des ordinateurs qui sont capables d'inventer des coups qui n'ont pas été programmés. Mais grosso modo, on peut dire que l'intelligence artificielle est fondée sur la mémorisation et la capacité du calcul par rapport à l'intelligence. Qu'est-ce qui caractérise l'intelligence humaine? Bien, ce qui caractérise l'intelligence humaine, c'est qu'elle n'est pas là en train de tout mémoriser, de tout calculer, et que justement, elle est capable à un moment d'aller au-delà de la mémorisation et du calcul. C'est-à-dire que l'intelligence humaine est capable de ne pas être intelligente pour justement être intelligente. Et donc, c'est là où nous apercevons la caractéristique de l'être humain. La caractéristique de l'être humain, c'est de pouvoir transcender les systèmes à l'intérieur desquels il existe et pas simplement d'obéir à ces systèmes. Et donc, nous vivons en bonne intelligence les uns avec les autres parce que nous ne sommes pas en train de tout mémoriser, de tout calculer par rapport aux autres, mais justement, nous sommes capables de ne pas mémoriser et de ne pas calculer. Pourquoi? Parce qu'on passe à un autre niveau. Et ce haut niveau, c'est ce qu'on peut appeler le niveau de l'empathie. Mais le niveau de l'empathie ne consiste pas simplement à être capable de montrer un certain nombre de signes affectifs. Aujourd'hui, au Japon, on fabrique des robots qui sont capables d'être gentils, de sourire, voire d'être émus, de pleurer. Attention, une chose est de vivre un sentiment et une autre est d'imiter un sentiment. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres humains? Ce qui fait que nous sommes des êtres humains, c'est que vous n'êtes pas en train d'imiter l'être humain devant moi. Vous êtes vous-même et vous n'imitez pas. Et donc ça, c'est quoi? Ben, ça revient à la capacité de faire vivre en nous quelque chose d'unique et surtout de laisser l'unique en nous s'exprimer. Il y a aujourd'hui des ingénieurs qui veulent supprimer la différence qu'il y a entre l'homme et la machine et qui disent, si nous sommes capables de fabriquer une machine qui sera en mesure d'autoprogrammation et d'empathie, bien la machine sera un homme. Eh ben non, la machine ne sera pas un homme. Pourquoi? Parce que pour être un homme,
il faut à un moment ne pas imiter l'homme, ne pas simplement être capable d'autoprogrammation, ni de mimer des réactions affectives, mais justement de faire vivre en nous quelque chose d'unique qui ne vient pas forcément de nous. Et ça, c'est la caractéristique de l'être humain. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Qu'est-ce qui fait que je suis moi-même? Vous n'en savez rien. Je n'en sais rien. Pourquoi? Parce qu'aussi curieux que ça puisse paraître, ce qui fait que vous êtes vous, ça vient pas de vous, ça vous est donné dans l'essence même de la vie, c'est l'unique qui parle à l'intérieur de vous. Autrement dit, ce qui fait que vous êtes un être original, c'est que vous laissez passer l'origine de la vie à l'intérieur de vous et que vous n'imitez pas celle-ci. Donc, nous assistons à quoi? Nous assistons ici aux limites de la performance. Et le problème ici, c'est de penser les limites. C'est-à-dire que le transhumanisme est produit par un certain nombre d'ingénieurs qui sont particulièrement brillants dans les nouvelles technologies et l'ordinateur, et qui ont pensé que grâce à la technique et aux performances des nouvelles technologies, ils allaient pouvoir résoudre les grands problèmes de l'humanité, comme par exemple le problème de la mort. Est-ce qu'ils peuvent résoudre le problème de la mort? Non. Pourquoi? Parce que si demain on supprime la mort, le risque c'est qu'on meurt tous. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous morts? C'est qu'à un moment, tout le monde ne vit pas sans arrêt. Et qu'à un moment, on est capable de quitter le monde pour laisser la place à d'autres générations de venir. Imaginez qu'aujourd'hui, plus personne ne meurt, on s'aperçoit que la planète n'arriverait pas à nourrir ou à supporter des milliards et des milliards de personnes. Avec un deuxième problème, imaginons qu'on ne meurt pas, qui pourra se payer des retraites pour l'éternité? Seule probablement une minorité d'ultra riches pourra à un moment bénéficier de cette absence de mort, mais ce ne sera pas forcément accessible à tout le monde. Ou alors, il faudra imaginer un nouveau scénario, personne ne meurt, nous allons coloniser l'univers et nous fabriquons d'autres terres sur d'autres planètes. Si vous voulez donc, il faut faire attention à des effets d'annonce. Quand, par exemple, un grand président d'une société informatique explique que, dans l'assistance, sur les 500 personnes qui sont là, deux ou trois personnes vivront jusqu'à 300-400 ans. Je crois qu'on n'y est pas encore. La preuve qu'on n'y est pas encore, c'est qu'on a beaucoup parlé de la suppression de la mort il y a quelques années, on en parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins, pourquoi? Parce que je crois qu'il convient ici de revenir sur le salut. C'est le dernier point qu'il convient de voir. Qu'est-ce qui fait qu'on est sauvé? Ce qui fait qu'on est sauvé, c'est pas qu'on est un homme augmenté, tout puissant, qui est capable de tout maîtriser, mais qu'on n'a plus besoin d'être sauvé et qu'on ne rêve plus d'être tout puissant. C'est-à-dire, vous voyez ici, c'est la grande sagesse. La grande sagesse consiste à dire que quand quel est le comble du bonheur? C'est de ne plus avoir besoin du bonheur pour pouvoir être heureux. Quel est le comble de la sagesse? C'est de ne plus avoir besoin de la sagesse pour être sage. Qu'est-ce qui fait qu'on est sauvé? C'est qu'on n'a plus besoin d'être tout puissant pour pouvoir être sauvé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons quelque chose de tout à fait extraordinaire qui nous permet d'aller dans le transhumain. C'est pas la technique, c'est la sagesse. C'est la sagesse qui nous permet de dépasser notre condition et non pas la toute-puissance. Et je dirais l'erreur de notre époque, c'est de vouloir remplacer la sagesse par la toute-puissance. Je crois que dans la toute-puissance, il faut retenir la puissance quand à un moment elle est bonne, elle est efficace pour nous, mais surtout mettre la sagesse à la place de la toute-puissance et non l'inverse.